Combien de morts faudra-t-il pour sacraliser, enfin, l'intégrité physique des Français? Nouveau décryptage. Comme d'habitude, d'abord l'extrait en entier, puis à la fin, une analyse complète des chiffres, des mensonges, des explications supplémentaires, etc. Bon visionnage. Monsieur le Premier ministre, Elias avait 14 ans. Vendredi dernier, dans Paris, il a été assassiné par 2 mineurs pour un téléphone portable. Et la France, à nouveau, est sous le choc. La France devenue le pays où le premier des droits de l'homme, le droit à la sécurité personnelle, est chaque jour foulé aux pieds. Le nombre de violences physiques a augmenté de 30% en 8 ans, avec une victime toutes les 3 minutes. Ceci nécessite évidemment une réponse politique et une réponse pénale. Une récente étude de l'Institut pour la justice montre que moins d'un tiers des coups et blessures volontaires débouchent sur une condamnation à de la prison ferme, qui reste le plus souvent inexécutée. Nos concitoyens s'interrogent sur une politique pénale qu'ils perçoivent à juste titre comme laxiste. Or, quand il n'y a plus de dissuasion pénale, quand l'incarcération ne relève plus de la certitude mais de la science-fiction, la violence et la barbarie mécaniquement prolifèrent. J'ai donc 3 questions. Combien de morts faudra-t-il pour sacraliser, enfin, l'intégrité physique des Français, en mettant en place, par exemple, comme nous le réclamons depuis des années, une suppression des aménagements de peine pour toute peine supérieure à 6 mois de prison en cas d'atteinte aux personnes? Combien d'assassins mineurs faudra-t-il pour abaisser la majorité pénale à 16 ans et plus généralement instaurer des peines courtes dès les premiers délits graves, d'exécution certaine et immédiate, pour éviter de voir les mineurs passer de la délinquance au crime en raison de leur sentiment d'impunité? Combien d'agressions à l'arme blanche faudra-t-il pour que le port de ce type d'arme qui se banalise fasse l'objet de sanctions effectives et systématiques, pour que des consignes soient données au parquet de poursuivre systématiquement ce délit qui est loin d'être anodin? Entendez-vous, Monsieur le Premier ministre, changer une stratégie pénale qui est un échec dramatique afin de protéger nos concitoyens et en particulier nos enfants? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Le Pen, Elias avait 14 ans et il sortait du stade de foot où il venait de vivre un entraînement. Et des jeunes racketteurs connus des services de police, en possession, comme vous le dites, d'une arme blanche, ont essayé de lui voler son téléphone portable, lui ont porté un coup de couteau à l'épaule, et de cette blessure, cet enfant, qui aurait pu être celui de chacun d'entre nous, cet enfant a trouvé la mort. Il n'est pas le seul. Zacharia, à Romans-sur-Isère, et puis Thomas ont été identiquement des victimes de ce genre de crimes. Quel est le substrat dont se nourrissent ces crimes? Le sentiment d'impunité. Le sentiment répandu parmi ces jeunes dans les situations de dérive que nous connaissons, le sentiment qu'ils ne risquent rien. Alors vous avez posé des questions, notre réponse est simple. Dès la semaine du 10 février, sur proposition de Gabriel Attal, nous allons examiner une proposition de loi pour que précisément ces dérives puissent être sanctionnées immédiatement entre 16 et 18 ans et qu'il n'y ait pas les retards que l'on connaît et qui donnent en effet le sentiment qu'on est protégé de tout. Et vous posez une deuxième question à laquelle je veux apporter une réponse claire. Je pense que nous devrions nous saisir de cette question du port des armes blanches. Que l'idée que des couteaux portés par des jeunes ne fassent l'objet d'aucune sanction, ça nourrit aussi le sentiment d'impunité. Je trouve que c'est de notre responsabilité collective et j'invite tous les députés de tous les groupes à travailler sur ce sujet, comme nous examinerons la proposition de loi de Gabriel Attal. Maintenant, place au décryptage. Selon les dernières données publiées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMSI, en juin 2024, 139 000 mineurs ont été victimes de violences physiques ou sexuelles déclarées aux forces de l'ordre sur l'année 2023, ce qui marque une hausse de plus 11% par rapport à 2022. Dans le détail, on recense 52 400 faits de violences sexuelles à l'encontre de mineurs, principalement des filles, dans 80% des cas, et environ 87 000 cas de violences physiques. Le ministère de la Justice, dans son rapport annuel 2024, mentionne également que 55% des mineurs victimes ont moins de 12 ans, ce qui alerte sur la vulnérabilité des enfants très jeunes. Les auteurs sont, dans plus de 70% des cas, des personnes connues de la victime, souvent dans le cadre familial. Par ailleurs, la plateforme de signalement du 119, Enfance en danger, a reçu 857 000 appels en 2023, avec une hausse significative des signalements d'inceste, notamment à la suite des campagnes de sensibilisation. Les départements les plus touchés sont la Seine-Saint-Denis, le Nord et le Vaucluse. Ce phénomène a conduit à la mise en œuvre d'une lutte contre les violences faites aux enfants pour la période 2023 à 2027, dotée d'un budget de 340 millions d'euros.
Maintenant, on va parler de l'exécution des peines en France. Depuis 2007, plus d'1 million de peines privatives de liberté prononcées par les juridictions n'ont pas été exécutées dans les délais légaux. En 2023, le ministère de la Justice recensait environ 110 000 peines en attente d'exécution, dont 25 000 peines de prison ferme. Une mission d'information sénatoriale, rapport numéro 7, 198-2023, souligne que depuis 2007, les retards d'exécution sont principalement dus à une saturation des établissements pénitentiaires, à un manque de greffiers dans les juridictions et à l'absence de numérisation efficace du suivi des peines. La Cour des comptes, dans son rapport de 2021, pointait une exécution tardive, parfois aléatoire, avec des délais moyens de plusieurs mois, voire années, entre le prononcé et l'emprisonnement effectif. Pour les peines de moins de 6 mois, souvent transformées en aménagement de peine, bracelet électronique, semi-liberté, l'exécution est encore plus irrégulière. En 2022, seuls 36% ont été mis en œuvre dans les 6 mois suivant le jugement. La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire visait pourtant à améliorer ce taux par la création d'un bureau d'exécution des peines dans chaque tribunal. Mais les effectifs restent très insuffisants pour en assurer le fonctionnement. Enfin, on terminera par évoquer le port d'un couteau en France. Le port d'un couteau en France est strictement encadré par la loi, mais il n'est pas toujours automatiquement illégal. Tout dépend du contexte, du type d'arme et de l'intention. L'article R 315-8 du Code de la sécurité intérieure stipule qu'il est interdit, sans motif légitime, de porter une arme de catégorie D, ce qui inclut les couteaux, à lame fixe ou rétractable, opinel, couteau suisse, etc., dans l'espace public. Ce motif légitime peut être professionnel, cuisinier, artisan, mais doit être justifié en cas de contrôle. En l'absence de justification, le port d'un couteau est passible d'une contravention de 4e classe, 135 €, mais peut devenir un délit en cas de transport sans motif dans un lieu public ou de port en réunion. Article L 317-8. Ce délit est alors puni d'une peine allant jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Par ailleurs, les couteaux automatiques, poignards ou lames dépassant 10 cm sont assimilés à des armes blanches dangereuses et peuvent être saisis sur le champ. Depuis les attentats de 2015, les préfectures peuvent également interdire par arrêté temporaire le port d'objets tranchants lors d'événements sensibles, matchs, fêtes de village, transports en commun. La jurisprudence reste stricte, même un simple canif est interdit à un concert ou dans un train si l'on ne peut prouver son utilité immédiate. En 2022, près de 36 000 infractions liées au port illégal d'armes blanches ont été enregistrées en France. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas, partagez pour faire changer les choses. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui met en regard, d'un côté, un débat parlementaire assez vif sur la sécurité, parti d'un fait divers, et de l'autre, des données, des chiffres sur la violence des jeunes, l'application des peines, les armes blanches en France. Oui. Et d'emblée, un premier point qui saute aux yeux, c'est peut-être l'articulation entre ce débat très politique, très chaud, et les statistiques qui suivent. On sent que ça pourrait être plus lié pour que l'ensemble frappe plus fort. Oui, c'est ça. On sent bien l'intention de confronter l'émotion politique, l'indignation parfois, avec la froideur des chiffres. Mais c'est vrai que la connexion, le lien, n'est pas toujours hyper évident. C'est un peu comme deux blocs séparés, hein. Exactement, on passe d'un échange passionné à l'Assemblée avec tout ce que ça charrie d'urgence, de drame, à des sections très factuelles, presque un peu cliniques, vous voyez, les taux de violence, les pourcentages de peines pas exécutées, la loi sur le couteau. Et le risque, c'est que l'auditeur soit un peu laissé à lui-même pour faire le pont, pour comprendre comment précisément ces chiffres viennent éclairer ou nuancer ou même contredire ce qui a été dit juste avant. Voilà, c'est un peu ça le souci. L'auditeur doit faire une partie du boulot d'analyse qui pourrait être, disons, plus accompagné. Ce passage un peu sec de l'un à l'autre, ça peut affaiblir un peu la force de la démonstration, en fait. On juxtapose, mais on n'articule pas toujours une pensée critique qui se sert vraiment des données pour décortiquer le discours politique. L'impact potentiel est donc un peu diminué, quoi. D'accord, alors, concrètement, comment on pourrait faire pour resserrer tout ça, pour rendre la démonstration plus percutante? Une piste, ce serait d'intégrer l'analyse des données de manière plus fluide, presque en direct, au fur et à mesure du débat politique qui est présenté. Ou alors, au minimum, créer des transitions analytiques beaucoup plus claires. C'est-à-dire, pas juste et maintenant, les chiffres? Exactement. Plutôt expliquer pourquoi on regarde ces chiffres à ce moment-là, qu'est-ce qu'on cherche à vérifier ou à comprendre par rapport à ce qui vient d'être dit par tel ou tel politique. Vous auriez un exemple précis pour qu'on voit bien? Bien sûr. Prenons l'intervention, mettons, de Marine Le Pen qui cite une hausse de 30% des violences. C'est un chiffre choc. Oui, ça marque les esprits. Voilà. Eh bien, au lieu d'attendre une section statistique générale bien plus loin, on pourrait insérer tout de suite une question critique. Quelque chose comme « Bon, ce chiffre, le 30%, il est frappant. Mais pour bien comprendre, de quoi parle-t-on exactement ? Toutes les violences, une catégorie précise, et comment on se situe par rapport aux voisins européens sur la même période ? Tiens, allons voir ce que disent les données disponibles là-dessous. Tout de suite.
Je vois. Ça crée une sorte de suspense analytique immédiat. Et un autre exemple peut-être, sur une réponse du gouvernement. Oui, imaginons que le Premier ministre parle du fameux sentiment d'impunité. Un classique. Un grand classique. Eh bien, plutôt que de présenter les chiffres sur l'exécution des peines dans un bloc à part, plus tard, on enchaîne direct. Le Premier ministre pointe ce sentiment d'impunité. Alors, simple perception ou réalité qu'on peut mesurer? Est-ce que les chiffres sur les délais d'exécution, les taux de peine vraiment effectués peuvent nous éclairer là-dessus? Est-ce qu'il confirme ce sentiment ou est-ce qu'il montre plutôt une complexité liée aux moyens de la justice ou à d'autres trucs structurels? Regardons ça de plus près. Vous voyez, ça crée un dialogue direct, une tension entre le discours et le fait. Oui, ça rendrait l'ensemble beaucoup plus vivant, plus dynamique, très clair. Passons à un deuxième aspect. L'analyse factuelle elle-même. Elle donne des données utiles, c'est certain. Mais est-ce qu'elle ne pourrait pas aller un peu plus loin que la simple description? Offrir une interprétation plus poussée, peut-être même des angles un peu originaux? Ah, ça c'est un point hyper important si on veut dépasser le simple fact-checking, vous voyez, et proposer une vraie analyse de fond. Pour l'instant, la partie de décryptage, elle est solide sur la base. On a les chiffres sur la violence, les stats sur les peines en attente, le détail de la loi sur les couteaux. C'est bien, c'est informatif, c'est même nécessaire. Mais ça reste un peu au niveau du constat. Voici les chiffres, voici la loi. c'est un peu ça. L'analyse reste souvent descriptive. Elle n'explore pas assez en profondeur les pourquoi derrière ces chiffres. Pourquoi ça évolue comme ça? Quelles sont les conséquences à moyen terme de ces peines non exécutées? Quel paradoxe ou tension ces données nous montrent, peut-être sans le dire explicitement? C'est vrai que les chiffres bruts, même quand ils sont solides, ils ne disent pas tout. Ils appellent une lecture, une mise en perspective. Absolument. Et la faiblesse, là, c'est qu'on ne creuse pas assez ça. Par exemple, on cite les chiffres de victimisation des mineurs et ceux de la délinquance des jeunes. Mais le lien entre les deux, qui est complexe et souvent étudié, être victime enfant et devenir auteur plus tard, ce lien, il est juste effleuré. On ne l'analyse pas vraiment. On reste un peu à la surface des constats, quoi. Théorie trop complexe. L'idée, ce serait d'oser poser des questions peut-être plus fondamentales, ou d'introduire des angles d'analyse un peu moins attendus. Toujours en s'appuyant sur les données, bien sûr, mais en les interrogeant plus fort. Chercher un peu les non-dits, les complexités cachées, les autres interprétations possibles. Aller au-delà du « voici les faits » pour aller vers le « qu'est-ce que ça veut dire vraiment ?» et « quelles questions ça nous pose ?» Et concrètement, sur les exemples qu'on a, les mineurs, les peines, les couteaux, ça donnerait quoi? Prenons les mineurs délinquants. Au lieu de juste juxtaposer les chiffres et les propositions politiques comme l'abaissement de l'âge pénal, on pourrait ouvrir le débat. Dire quelque chose comme « Bon, ces chiffres sur les jeunes, ils interpellent. » Et face à ça, l'idée d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale, ça revient souvent. Mais au fait, qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité réelle de ce genre de mesures pour réduire la récidive si on compare avec d'autres pays? Et quels sont les arguments des experts qui, eux, disent qu'il faudrait plutôt investir massivement dans la prévention, le soutien éducatif très tôt, la prise en charge des troubles? Vous voyez, on introduit de la complexité, d'autres pistes basées sur d'autres savoirs. Ça déplace effectivement le débat, on sort du tout répressif pour aller vers des questions d'efficacité, de choix de société, et pour l'exécution des peines. De personnel, les tribunaux saturés, etc., on pourrait interroger plus en profondeur. Se demander, est-ce que ces problèmes chroniques, c'est juste un manque de moyens passagers, ou est-ce que ça reflète pas aussi des choix politiques plus anciens, une certaine philosophie pénale qui, peut-être, valorise plus le fait de prononcer la peine que de s'assurer qu'elle soit vraiment appliquée? Et quelles sont les conséquences pour la société, au-delà du sentiment d'impunité? En termes de crédibilité de la justice, de prévention de la récidive, pour les victimes aussi, on cherche un peu les racines du problème et ses effets plus larges. Et pour la question des armes blanches, des couteaux? Sur le porte-couteau, au-delà de rappeler la loi et de donner le nombre d'infractions, on pourrait peut-être discuter de la difficulté concrète pour la police et la justice de prouver l'intention de s'en servir comme arme par rapport au simple fait de porter un outil qui peut être utile. On pourrait se demander, est-ce que cette loi, telle qu'elle est appliquée, elle a vraiment un impact dissuasif sur ceux qui sont décidés à s'en servir pour faire mal? Est-ce qu'on a des données fiables sur le profil des gens arrêtés pour ça? Sur le lien entre ce type d'infraction et le passage à des actes de violence graves plus tard? On questionne l'effectivité réelle de l'outil législatif, ses limites. Oui, ces pistes ouvrent vraiment des perspectives d'analyse beaucoup plus riches. Ce qui m'amène à un troisième et dernier point. Pour avoir une analyse vraiment solide, est-ce qu'il ne manquerait pas aussi une exploration plus systématique des contre-arguments ou d'autres facteurs de contexte?
Ah oui, absolument. C'est tout à fait juste. L'analyse actuelle, comme elle part du débat parlementaire, qui est très centré, sécurité, réponse pénale, eh bien logiquement, elle adopte cette focale, c'est normal. Mais le problème, c'est que ça laisse pas mal dans l'ombre, ou ça mentionne juste en passant toute une série d'autres facteurs qui sont pourtant cruciaux pour comprendre la violence ou les problèmes de la justice. C'est un peu le biais classique quand on commente l'actualité politique immédiate, non? On se concentre sur ce qui est dit à l'Assemblée, souvent de façon très polarisée, très axée sur l'action rapide. Exactement. Et du coup, on oublie un peu ou on minimise les dimensions socio-économiques. Par exemple, le rôle de la précarité, du chômage des jeunes, des inégalités entre territoires dans certaines formes de délinquance. On pense aussi aux questions d'éducation, le décrochage scolaire, l'échec de l'orientation, le manque de perspective pour certains. Il y a aussi tout le côté psychologique, psychiatrique, souvent tabou dans le débat public, et même l'urbanisme, la ghettoisation parfois. Tous ces éléments qui pourraient aider à expliquer une partie des problèmes, ils sont un peu absents de l'analyse. Et pareil pour les solutions alternatives ou tout répressif, on en parle à peine. Alors, comment on pourrait introduire ces nuances, ces autres facteurs, sans non plus diluer le sujet principal, qui reste quand même le débat sécurité-justice, et sans donner l'impression de vouloir tout expliquer, ce qui serait sans doute impossible et pas pertinent? Non, bien sûr, l'objectif, c'est pas de faire une thèse de sociaux ou d'éco, c'est plutôt d'enrichir la perspective, de montrer que c'est plus complexe que ce qu'on entend parfois. Il s'agit d'introduire explicitement ces autres angles, même juste pour signaler qu'ils existent et qu'ils comptent. Ça peut être en mentionnant rapidement les limites connues des approches purement sécuritaires, peut-être en citant un chercheur connu ou un rapport officiel, ou en évoquant les arguments opposés à ceux du débat. Dire par exemple, si la réponse pénale est nécessaire, beaucoup d'acteurs, on pense aux juges des enfants, aux éducateurs, aux chercheurs, soulignent qu'elle ne peut pas être la seule réponse et qu'il faut aussi agir en amont sur la prévention. Vous pourriez nous donner des exemples concrets là aussi. Comment on glisse ça dans le texte? Oui, bien sûr. Mettons, quand on aborde la violence des mineurs, après avoir présenté les chiffres et les réactions politiques, on pourrait ajouter une petite phrase du style « Il faut quand même noter, comme le soulignent pas mal de rapports, on peut même citer une source, genre l'INSEE ou le Défenseur des droits si on veut être précis, que cette délinquance est souvent liée à des facteurs sociaux assez lourds. Grosse précarité dans les familles, échec scolaire tôt, manque de perspective. Ce qui laisse penser qu'une réponse juste répressive risque d'être insuffisante sur le long terme. C'est court, mais ça ouvre la fenêtre. » D'accord. Et face aux propositions de durcissement pénal, par exemple? Là, face aux idées de peine plus systématiques ou d'abaisser l'âge pénal, on pourrait mentionner quelque chose comme « Attention, ces propositions de durcissement, elles font quand même débat chez les pros de la justice et de l'enfance. Certains alertent sur les risques de stigmatiser très tôt les jeunes et sur l'efficacité parfois limitée de la prison pour les mineurs, et ils plaident plutôt pour développer d'autres choses, comme la justice restaurative, les mesures éducatives renforcées et le suivi psy-adapté. Des approches dont les évaluations montrent parfois de meilleurs résultats pour éviter la récidive. On présente comme ça un contrepoint argumenté, sans forcément prendre parti soi-même. Oui, mentionner ces alternatives même rapidement, ça permettrait de montrer que les solutions ne sont pas si simples, que le débat est plus large. Exactement. Et même sur la question de la saturation des prisons et des délais d'exécution, au lieu de s'arrêter au manque de moyens, on pourrait ajouter « Alors oui, le manque de moyens est réel, c'est indéniable, mais certains analystes pointent aussi du doigt l'effet des politiques pénales elles-mêmes, menées depuis des dizaines d'années, qui ont fait grimper sans cesse le nombre de détenus sans forcément régler les problèmes de fond de la délinquance. Et ça contribue aussi à l'engorgement actuel du système. Ça introduit une lecture un peu plus critique sur les politiques elles-mêmes. L'idée générale, c'est vraiment d'apporter de la nuance et de montrer que les problèmes comme les solutions sont rarement simples. Parfait. Donc si on essaye de résumer un peu les pistes principales d'amélioration qu'on a évoquées, il s'agirait d'abord de renforcer et de rendre beaucoup plus clairs les liens entre le débat politique et les données factuelles. Ensuite, ne pas se contenter de décrire ces données, mais vraiment les interpréter, aller chercher les causes, les implications, les paradoxes. Et enfin, troisième point, intégrer plus systématiquement d'autres facteurs de contexte, sociaux, éducatifs, etc. Et aussi les contre-arguments pour donner une vision plus complète, plus nuancée et finalement plus stimulante. C'est tout à fait ça. Pour le dire encore plus concrètement, les actions à mener seraient 1. Vraiment tisser ces points analytiques de façon explicite. Utiliser des questions, des phrases de transition qui montrent bien le pourquoi du comment, on passe d'une affirmation politique aux chiffres, ou l'inverse. 2. Pousser l'interprétation des chiffres au-delà du simple constat. Qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment? Quelles questions ils soulèvent? Quelles sont leurs limites aussi? Qu'est-ce qu'on ne mesure pas? Et troisièmement, enrichir l'analyse en ajoutant activement
même si c'est bref, des éléments de contexte importants, sociaux, éco, éducatifs, psy, et en signalant qu'il y a des débats d'experts ou des critiques fondées sur les solutions politiques dont on parle. Juste pour refléter la complexité réelle des sujets, quoi. Voilà, on espère que ces pistes de réflexion assez détaillées vous seront utiles pour retravailler votre analyse. Et surtout, n'hésitez pas à nous renvoyer une version modifiée si vous avez envie de continuer la discussion et d'avoir d'autres retours.